Ce bulletin vous est présenté par Meubles Éco-Déco, une boutique unique en région où vous trouverez tout pour agrémenter votre décor. Une visite vaut 1000 mots. Elles retiennent l'attention de vos actualités. Voici ce qui se passe chez nous, mesdames, messieurs. Bienvenue. François Gendron qui réagit à ce qu'il considère, et je cite, comme une nouvelle inutile de Radio-Canada à l'encontre du chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. La société d'État a découvert et a fait ressortir que M. Plamondon possède une vaste propriété agricole au bout d'un rang de Saint-Édouard-de-Fabre au Témiscamingue. Pourtant, dit la SRC, son parti milite contre l'accaparement des terres agricoles. Moi, je trouve que c'est vraiment traiter un sujet inutilement. Vous l'avez dit au début, quand quelqu'un, ce que j'appelle, intéresse la population, il n'est pas pareil comme les autres. Lui, il fait de la politique intelligente. Il faut trouver quelque chose. Est-ce qu'on a toujours défendu que normalement, on souhaite, nous autres, qu'avec le zonage agricole, que les gens qui décident d'habiter une terre, bien, il faut qu'ils fassent des travaux, puis qu'ils l'occupent, puis ils résident. Parce que l'occupation dynamique du territoire, ça ne peut pas toujours être à l'étranger. Mais quand il a fait le geste d'acquisition, il n'était pas pantoute dans ce qu'il est aujourd'hui. Pas tenir compte de ça, c'est malhonnête. Et l'histoire de l'occupation du territoire, là, c'est dans le but que ce soit les Québécois qui occupent la place. On a limité l'acquisition d'un certain nombre de terres pour les étrangers. Mais on ne peut pas faire la même chose pour des Québécois. Un Québécois qui est Québécois puis habite le Québec, est-ce qu'il peut être propriétaire terrien? Ben oui, ben oui. Est-ce que j'aimerais mieux qu'il habite la terre qu'il achète? Ben oui. Est-ce qu'il va arriver quelquefois des exceptions de situation par rapport à la fonction qu'il occupe qu'il n'avait pas au moment où il a pris la décision de faire ce qu'on discute? C'est pour ça que je me dis, faux débat, inutile, c'est enfarger du monde inutilement. Il y a tellement de choses majeures à discuter qu'il faudrait passer aux vraies choses. Je dis toujours, moi, dans une politique, si on ne la contexte pas, si on ne la met pas dans son contexte, on triche avec le jugement des électeurs. Puis on essaye d'aller acheter leur opinion. Je compte ça. 83 des professionnels en soins de la province affirment ne pas être en mesure de donner tous les soins requis aux patients en raison de leur charge de travail trop élevée. C'est ce que révèle un sondage de la Fédération interprofessionnelle du Québec qui tire d'ailleurs la sonnette d'alarme. André Audin. Un patient qui aurait besoin de médicaments pour la douleur, normalement, il doit le recevoir dans les 5 minutes. En ce moment, avec la surcharge de travail de nos professionnels en soins, ils ne sont pas capables de remplir ces délais-là qui sont prescrits. Les professionnels en soins de la région en ont trop sur les épaules, à un point tel qu'ils ne peuvent pas réaliser l'ensemble des soins nécessaires aux patients d'établissements de santé. C'est le message que martèle le président du syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue. Souvent, il y a le temps supplémentaire obligatoire qui fait qu'on oblige les professionnels en soins à demeurer sur les départements pour avoir des ratios suffisants. Ou souvent, il y a ce qu'on appelle du non-remplacement. Donc, on ne remplace pas une infirmière qui, par exemple, va avoir pris un congé maladie la journée même. Donc, ça va répartir un nombre de patients en fonction des infirmières qui vont être sur le département. Donc, c'est ce qui crée cette surcharge de travail-là. C'est pas normal, des fois, de voir une infirmière avec 175 patients en CHSLD. C'est sûr qu'il va y avoir des soins qui ne seront pas faits dans les délais. Le sondage de la FIC révèle aussi que 42 des répondants songent à quitter leur emploi, et ce, à court terme. C'est les 18-34 ans et les plus de 55 ans qui y songent le plus. C'est très inquiétant pour nous. Il faut que les conditions de travail s'améliorent pour que ces professionnels en soins-là demeurent dans le réseau. Ça passe par, oui, des horaires innovantes comme on est en train d'implanter, mais ça passe aussi par toutes sortes d'autres de conditions de travail. Oui, on met beaucoup d'énergie pour le recrutement, mais il faut s'assurer que ça ne soit pas en vain et qu'on ait une certaine forme de rétention. C'est pourquoi, depuis 3 ans, qu'on demande le statut particulier en Abitibi-Témiscamingue. La FIC espère que son sondage mettra de la pression sur le gouvernement Legault, avec qui il est en négociation pour le renouvellement de la convention collective de ses membres. La réalité de la région est d'ailleurs régulièrement abordée selon le syndicat. On sait qu'on a des difficultés d'attraction, de rétention dans les régions comme en Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est clair que ça fait partie de nos préoccupations, ça fait partie des demandes clairement qu'on adresse qui sont encore sur la table avec le gouvernement. Mais pour le moment,
Particulièrement sur cet élément-là, là, il y a peu d'ouverture, malheureusement. La FIC-CISAT tient à rassurer la population. Les soins les plus critiques sont assurés dans leur entièreté. Par courriel, le CISAT affirme mettre tout en œuvre pour que l'ensemble des soins soient offerts à la population, notamment en réorganisant des équipes de travail et en ajoutant du personnel lorsque nécessaire. André Audet, RNC Nouvelles. À Duparquet, ça fait 1 an que la reprise des activités minières a été annoncée et les citoyens semblent réjouis de la tournure d'un projet. Dans une mise au point offerte hier à la population, les gens de First Mining ont été clairs. Ce projet doit répondre aux attentes de la communauté. Reportage Anthony Dallaire. C'est des projets qu'on voit qui sont solides, qui sont sérieux dans les démarches. Comme on dit, on est loin d'une ouverture, mais qu'on va dire, ça augure très bien. Alors moi, j'ai hâte que ça commence, mais on verra pas ça de mon vivant. J'ai 80 ans. Peut-être nous autres, on ne sera plus là, mais on a des enfants, des arrière-petits-enfants. Fait probablement qu'eux autres, ils pourront en profiter. Le nouveau développement du projet annoncé de la mine du Parquet rassemble les citoyens de la municipalité lors d'une séance d'information des dirigeants de First Mining où une centaine de citoyens étaient présents. L'entreprise a réitéré son ambition de transparence. On va continuer les rencontres citoyennes. On a commencé notre nouveau site web pour que les citoyens peuvent demander des questions. Mais plus important que ça, on vient d'ouvrir notre bureau au cœur de la ville, vraiment. Donc, c'est un endroit, si les citoyens ils ont une question, ils ont un endroit pour venir nous parler. La tâche sera longue avant la mise en opération du complexe minier prévu en 2033. On parle d'une phase de travaux d'environ 2 millions de dollars pour la décontamination de 3000 tonnes de résidus provenant d'anciens fours de grillage. Également, on prévoit un retraitement complet de près de 4,1 millions de tonnes de résidus miniers bordant le lac du Parquet à l'ouest de la municipalité. On a un processus environnemental, le processus des évaluations des impacts environnementaux qu'on doit franchir. Ce processus, d'habitude, ça prend peut-être 5 ans. On doit faire les études de base sur l'environnement. Après ça, on va naviguer le processus. Et après ça, on doit avoir des permis, faire la construction. En chiffres, le nouveau projet de mine d'or du Parquet, c'est 7 fosses d'exploitation au nord, une mine souterraine d'exploitation à l'est, 11 années d'exploitation pour un total de 2,5 millions d'onces d'or, soit 200 000 onces d'or par année. L'ouverture prévue en 2033, soit dans 10 ans, est une année bien symbolique puisqu'elle marquera les 100 ans de la municipalité par la minière. Anthony Dallaire pour RNC Nouvelles. C'est ce soir qu'a lieu le premier spectacle de conte grand public de la comédienne Mélanie Nadeau, intitulé Bretelles et dentelles. Les gens sont invités à l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda dès 20h. La conteuse va dévoiler de courts contes rassemblés, des contes qui ont été écrits dans les dernières années. Elle sera accompagnée à la guitare par Junior Fortin, qui donnera vie à ses interprétations. Marc-Antoine Bernier, membre du club de sauvetage sportif Damoclès à Val-d'Or, s'est illustré au Festival de sauvetage du Commonwealth. Les compétitions avaient lieu du 15 au 17 septembre à Windsor, Ontario. Seul Québécois de la délégation canadienne de 20 athlètes, ce dernier a réalisé 3 records personnels, atteignant la finale B au remorquage du mannequin et au sauveteur d'acier. En équipe, il a pris part au final A du relais du portage, du relais medley et du lancer de la corde. Une dizaine de pays étaient présents pour l'événement qui se tient aux 2 ans. Pour la saison qui vient, Marc-Antoine a comme objectif d'être choisi pour être au championnat du monde à l'automne 2024 en Australie. C'est assez spécial, le brouillard, ce matin. Prudence, situation normale avec le gel au sol qui sévit depuis 2 jours et qui revient pour la nuit prochaine. Ciel dégagé avec 0. 22 degrés demain, ce sera encore sous le soleil, on ne s'en plaint pas. On a aperçu vendredi, retour des nuages et 22 degrés. C'était vos infos régionales. Le Centre de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue est en conseil d'administration. Demain, c'est à Lorrainville, au Témis. On devra en tirer quelques sujets d'intérêt pour vous. Merci de nous revenir pour bien vous informer sur nos nouveaux en Abitibi-Témiscamingue. Bonne fin de journée et de soirée. Bye bye.